Alors, Bien. cette nécessité d'une approche plus frugale, elle se pose sur la planète, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, comme l'a dit Navi, a fortiori dans les temps difficiles que nous traversons. Et donc, on vous propose maintenant un retour d'expérience sur le sujet avec Anne, qui incarne particulièrement bien cette innovation frugale, puisqu'au départ de chaque idée, elle n'a ni équipe ni argent. Vous savez, les ressources tangibles qu'on n'a plus. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir de grandes ambitions et d'arriver à réaliser de grands projets en s'appuyant sur les ressources intangibles qu'on a en quantité quasi infinie. Vous connaissez le dicton qui dit que celui qui ne veut pas faire trouve des excuses et celui qui veut faire trouve des moyens. Alors, comment faire concrètement pour s'inspirer de l'innovation agile qu'on voit dans les startups, prendre des initiatives, trouver des alliés, trouver d'autres modes de travail et, in fine, accélérer la transition dans les entreprises? C'est ce qu'elle va nous expliquer maintenant. Alors effectivement, tu as dit beaucoup de choses, surtout Navi a dit beaucoup de choses et on aurait bien eu besoin de toute l'après-midi pour venir incarner chacun de ces points. Et donc là, je vais vous livrer rapidement en fait ce qui est à l'origine des idées. Je suis pas sûre qu'on ait le temps pour des questions-réponses, mais néanmoins, on va faire comme pour les autres si vous en avez et que j'ai pas le temps d'y répondre, voilà, j'y répondrai par une petite vidéo. Donc là, le sujet, c'est effectivement comment, en ayant au départ ni équipe ni argent, avoir des idées et les mettre en œuvre. Et du coup, cette slide n'avait pas de titre au départ et je l'ai reprise chez Emmanuel Faber, hein, en début du programme Noé, sur cette idée d'intuition et intention qui me paraît bien résumer l'attitude qu'on doit avoir. Donc, je vais vous raconter des histoires, mais elles ont toutes en commun des démarrages où on agit à l'instinct. C'est extrêmement important de s'écouter, de laisser monter les désagréments qu'on a, les gênes, les envies, etc. Ça reprend aussi les problèmes non résolus, comme disait Thomas Dansembourg, sont des signes intéressants à explorer. Et puis après, post-rationaliser, parce qu'il va falloir la vendre, hein, cette idée, évidemment. Et aussi, puisqu'on est intrapreneur, hein, puisqu'on est à l'intérieur de l'entreprise, comment connecter l'air du temps, ce qui est en train de se passer, avec les gènes de l'entreprise. Et présenter l'idée en faisant rêver, en racontant des histoires pour embarquer le plus de monde possible. Développer un argumentaire à la fois rationnel et émotionnel, parce qu'on ne parle pas tous aux mêmes gens qui n'ont pas tous les mêmes fonctionnements. Donc, c'est bien d'appuyer sur les deux leviers. Trouver un client en interne, évidemment, et pas seulement un client, on verra, effectivement, un client, et dans mon cas, puisque effectivement, au départ, je n'ai ni équipe ni argent, comment convaincre des gens de mettre de l'argent et des gens de venir m'aider. Et je dois le dire, et je n'aurai pas le temps trop expliquer, mais c'est vrai qu'il faut une bonne dose de conviction, de résilience et de persévérance, parfois et même souvent. Alors, d'où je parle déjà pour vous dire tout ça? Donc, j'ai une fonction atypique. Je suis directrice prospective et nouveaux concepts, chargée de développer toute idée susceptible de faire avancer le groupe Danone ou ses marques au niveau marketing, social ou sociétal. C'est vaste, comme vous pouvez le voir. Et c'est comme ça que ça a été donc décrit par Franck Ribou, qui m'a donc recruté il y a une vingtaine d'années. Ça commence à faire, effectivement. Donc, je suis électron libre ou agitatrice d'idées, sans équipe ni argent. Je vais arrêter de dire ça face à Anicia, Claire et Valérie. Sans équipe au départ, voilà. Et après, évidemment, sur tous les programmes, j'ai une chouette équipe. Et j'ai aussi Charlotte dans l'audience sur un autre projet. Voilà. Donc, malgré tout de l'impact, je montre ça pour dire que finalement, par rapport au verre dont parlait Navi, effectivement, sans équipe, sans argent, on arrive quand même à faire finalement des choses, même été nommé parmi les 500 chances pour la France, oui. Et évidemment, des échecs aussi, on ne va pas trop s'y attarder, mais ça peut être aussi intéressant, et des succès. Et comme vous voyez, ça peut donc les projets que j'ai pu créer, ça peut aussi concerner la RH, hein, donc voilà, des formations, mais des lieux. Les lieux, c'est vraiment important, hein, donc c'est Clausewitz dans l'art de la guerre qui dit qui est le maître du lieu et le maître du jeu. Mais vous voyez des choses qui ont disparu, hein, le club de gym, un restaurant, un spa. Le spa existe toujours. Celui-là était à Shanghai. Et bon, bref, j'ai pas beaucoup de temps. Je continue. D'où viennent les idées? Donc, je vais vous parler de 4 défis. Comment développer l'agriculture biologique? Comment aider les femmes à progresser en entreprise?
ainsi que les jeunes et les vieux, et comment contribuer à rendre les gens plus ouverts sur la culture des autres, hein, la biodiversité culturelle dont parlait Navi. Alors, les deux vaches, le défi, c'était finalement, on a décidé de contribuer à développer l'agriculture biologique à une époque, c'était en 2006, où les gens n'en voyaient pas l'intérêt parce qu'ils trouvaient que c'était le bio, c'est incroyable, hein, maintenant, il y en a partout. En 2006, les gens trouvaient que c'était sinistre, pas bon, pas intéressant, trop cher, parce qu'ils n'en voyaient pas la qualité. Et double défi, parce que ça, c'était le grand public, les gens du bio, eux, ils trouvaient que vraiment Danone était une grosse compagnie mondialisée. Donc, comment entrer sur un marché où on n'est pas le bienvenu, en plus comme un éléphant, ils nous voyaient comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, parler à des gens qui n'aiment pas les grandes compagnies, donc en utilisant des leviers qui ne nous étaient pas familiers, puisque pour ces gens-là, marketing est un gros mot. Ça veut dire « je t'en fume », en gros. Donc, pour rentrer sur ce marché et pour se faire accepter par tous ces gens du bio, parce qu'il fallait gagner en crédibilité, évidemment, et être adoubé par eux, il fallait trouver un rôle à jouer. Et quel était ce rôle? En fait, à l'époque, 40% des agriculteurs biologiques qui s'étaient convertis donc, à l'agriculture biologique ne trouvaient pas de débouchés. Voilà, leur lait repartait en conventionnel et donc ils n'en avaient pas le bénéfice. Du coup, le rôle a été très simple. On s'est dit, on va sauver les fermiers du bio. Voilà. On va leur expliquer ce qu'est le bio, ce qui va permettre aux gens de mieux comprendre pourquoi c'est important de consommer du bio. À l'époque, il y avait, on s'est lancé en 2006, en 2007, il y a eu le film d'Al Gore sur Une vérité qui dérange, qui commençait à faire prendre conscience quand même des problématiques de la planète, mais on n'y reliait pas encore l'agriculture à cette époque. Donc, on a dessiné et designé deux vaches. Donc voilà, vous avez devant vous la vache à lunettes. L'une qui a un rôle pédagogique et qui va expliquer ce pourquoi c'est important de consommer bio, et l'autre qui est plutôt la rigolote, la marrante, avec les taches en forme de fleurs, les franges, etc., qui a un rôle donc de dédramatisation et de rendre le sujet plus rigolo. Et on s'est autoproclamé joyeuse militante de monde plus bio. Donc là, on va passer là, parce que l'idée n'est pas de passer sur le marketing, mais à l'époque encore, c'était un marketing très alternatif, puisqu'on alpaguait les candidats à l'élection présidentielle. Vous me voyez là en bas à gauche avec qui tient un panneau, les deux vaches me regarder passer le tram. Rien n'était gratuit, voyons, on faisait des échantillonnages dans les gares pour dire merci de prendre le train. Tout avait du sens. Et là, je vous livre, elle n'est pas encore sortie. Elle sort fin novembre sur les murs. Vous voyez qu'elle est très reliée au Covid. Aimez-vous les uns les autres, mais pas trop près quand même. Alors, le deuxième sujet, c'est le programme Ève, qui tire son nom du fait que ça se passe à Évian, mais aussi, bien sûr, du fait que c'est la première actrice de changement, hein, puisqu'elle a apporté la connaissance à l'homme. Donc, Ève est un séminaire de leadership interentreprise, hein, nombre d'entre vous en font partie, pour les femmes et les hommes éclairés, puisque nous avons mis avec jubilation un quota d'hommes de 20% dans ce programme Ève. Alors, le défi, c'était quoi ? C'était briser le plafond de verre et faire progresser les femmes en entreprise. Bon, ce n'était pas nouveau, tout le monde se posait cette question. Probablement, ce programme a autant de succès, c'est qu'on l'a pris de manière différente. C'est de se dire que nous, les femmes, nous avons une co-responsabilité dans l'existence du plafond de verre. Parce que nous ne savons pas assez, enfin, nous ne prenons pas le temps de vraiment réfléchir à ce que nous voulons, et si nous le savons, nous ne le disons pas assez. Donc, toute l'idée était de dire, on n'est pas des victimes, on fait partie de la solution. Et ça, c'est génial, parce qu'évidemment, et d'ailleurs, ça, c'est un état d'esprit qu'on doit avoir surtout, qu'on fait partie de la solution. Et donc, l'idée, c'était d'aider les femmes, et ça l'est toujours, d'aider les femmes à prendre confiance en elles et d'aider les hommes à prendre conscience des différences de pratiques, d'attitudes des femmes et de leurs difficultés qu'elles peuvent avoir dans l'entreprise. Et cette conviction, et on l'a déjà dit aussi, hein, puisque je ne laisse pas l'apanage des citations donc, à Elisabeth, si on veut changer les choses, il faut commencer par se changer soi-même. D'où l'importance, et en 2010, on était les premiers à faire des séminaires de développement personnel. Sur cette idée
de oser être soi pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est important, je reviendrai à la conclusion, c'est vraiment une idée que plus on est aligné avec ce qui est important pour soi, ben plus on est fort, plus on est vertical et plus on est en plus porteur d'une énergie joyeuse et contagieuse. Donc c'est cette idée, oser être soi pour pouvoir agir. On voit qu'on parle à la fois de l'individu, mais pour une action collective. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est un séminaire entreprise et même interculturel, puisque c'est L'Oréal, par exemple, qui nous a demandé de le lancer en Asie, et avec Orange, on l'a lancé en Afrique, etc. Donc, on voit que à partir d'une petite idée, on arrive à faire de grandes choses. Et dans la foulée, je me suis demandé s'il n'y avait pas quand j'ai vu le succès du programme Eve et comment ça a changé les gens, je me suis demandé s'il n'y avait pas dans l'entreprise d'autres personnes qui avaient besoin d'aide. Et forcément, on tombe sur les vieux. Alors, effectivement, le défi, remettre les vieux au cœur de l'entreprise. Alors, quand je dis vieux, dans nos entreprises, à partir de 45 ans, on est vieux. Voilà, welcome. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas déjà une bonne place, bah, c'est un peu tard, on ne vous donnera pas directeur marketing à 45 ans, par exemple. Mais en même temps, se dire, c'est quand même pénible de toujours présenter les vieux comme un problème. Alors, que dire des jeunes, puis de la génération du milieu finalement? Et pourquoi, au fond, se priver d'une partie des notes qui composent l'entreprise? Alors voilà, vous avez le sens du mot octave, c'est l'idée de dire que voilà, l'entreprise voilà, est comme un piano sur lequel on ne jouerait traditionnellement que sur les octaves centrales, la génération du pouvoir entre 30 et 50 ans, négligeant les octaves graves, les plus âgés, les octaves aiguës, les plus jeunes. Et c'est quand même idiot. Et alors, du coup, bille en tête, on part en se disant, ça va être la première fois, et ça c'était bien, la première fois qu'on met un séminaire avec plein de gens ensemble, enfin toutes les générations ensemble, je veux dire, et d'habitude on étudiait une génération plutôt une autre, sur le thème « Les générations se font entendre pour mieux s'entendre ». Et là, je dois dire que beaucoup d'entreprises disent oui, bah, autant les femmes c'était intéressant parce qu'il y a un corps social qui pousse, autant là, bon, ben, on y va parce que c'était bien, mais bon, ça agite pas trop les foules. Et du coup, au cours du premier séminaire, pivotage. On se dit, en fait, le sujet, il n'est pas tant les générations, il y a toujours eu des générations dans l'entreprise. Le sujet, c'est l'impact des nouvelles technologies sur l'entreprise et qui accroissent les différences entre les générations et qui changent le rapport au pouvoir, au savoir, à la génération, au temps, etc. Donc, voilà, je n'ai pas assez de temps pour vous développer ça, mais le pivotage était là. Et l'idée, pour la résumer, c'est de dire, au-delà de la génération milléniale, en fait, c'est d'une culture milléniale dont il faut se douter. Doter, par exemple, comme voilà, une entreprise est plutôt effectivement de culture baby boomer, encore assez verticale. Une culture milléniale, c'est être beaucoup plus transversale. C'est Joël de Ronet qui a dit, moi j'aime bien Joël de Ronet qui est surfeur à 85 ans, qui a dit grandir, ce n'est pas toujours aller plus haut, c'est aussi s'élargir. Et du coup, les générations se font entendre pour mieux s'entendre ont été laissées de côté et on est revenu à la base même de ce qui fait Ève aussi, du oser être soi et cette fois être acteur dans un monde qui change. Parce qu'au fond, un vieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est plus, et là je m'adresse à la tribu ivoire qui travaille sur ce sujet, c'est quelqu'un qui n'a plus d'envie, de projet, d'enthousiasme, et qui n'est plus connecté au monde qui change. Sinon, voilà, si on ne remplit aucune de ces cases-là, on n'est pas vieux. Et donc, le programme Octave, ça va raconter le monde qui change et, quel que soit son âge, donner du coup un rôle à jouer. Et voilà, et ça, c'est un autre point, dès qu'on raconte des histoires, ben, les médias en parlent. Et le joyeux dernier bébé, et forcément, vous ne les trouverez pas tous. Voilà, il y a des frustrations. Hein, c'est aussi, j'avais un peu de temps, je parlerai des frustrations. Ils ont tous été lancés. Il reste surtout le gros succès, c'est le Skir. Donc, les Danone du monde. Quel était, je vous disais, connecté avec l'air du temps ou des problèmes. Voilà. Qu'est-ce qui vous agite? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, vous allez avoir envie de dépasser des montagnes pour porter votre projet? Eh ben, moi, c'était en 2016, j'entends à la radio des choses horribles sur les migrants, sur les étrangers, et ça me prend là, voilà. Ça me prend là, et je me dis, je n'en peux plus de vivre dans ce pays qui se replie, et c'était avant le Brexit, avant le Trumpisme, avant tout ça, sur ce nationalisme et se replie sur soi. Qu'est-ce que je peux faire en étant chez Danone pour résoudre cette situation? Parce qu'au fond,
La peur vient de l'ignorance. Donc, la clé, elle est assez simple. C'est d'aider les gens à s'ouvrir davantage et à mieux comprendre la culture des autres. Voilà, c'était donc la conviction, la peur vient de l'ignorance. Et l'idée, pourquoi ne pas utiliser le yaourt comme vecteur de conversation et d'échange sur la culture des autres? Au fond, idée pas nouvelle, hein, parce que on sait que l'alimentation, c'est quand même un grand pont entre les cultures. Hein. Dans une semaine, on va manger chinois, on va manger japonais, on va manger italien, etc. Donc, le lancement, c'est des Danone du monde. Donc, il faut trouver un client, bien sûr. Donc, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai vu toutes les DG de Danone dans plusieurs pays. Et c'est la France qui a dégainé en premier et qui a dit ça nous intéresse. Donc, à ce moment-là, effectivement, il m'associe une petite équipe et puis à la fin, on était quand même 80. Et il y a aussi Eleni dans l'audience qui, qui est grecque et qui a notamment fait ce merveilleux yaourt grec qu'on appelle stragisto. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, la posture, vous voyez, change autre chose. On aurait pu dire, on va lancer ça en disant, oh, vous en avez assez de manger toujours les mêmes choses, mais goûtez d'autres recettes. Non, c'était plus ambitieux. La marque est supérieure à la somme de ses produits. Elle a une vision, elle a une mission. Donc c'est ce que disait aussi Thomas Uriez. Donc là, il y avait une posture. On a goûté des produits du monde entier et puis on a décidé, on s'est arrêté sur 5 produits qui étaient différents de ce que vous connaissiez déjà, mais pas trop bizarres quand même. Hein. On vous en a évité un là-dedans, c'est carrément une croûte qu'il fallait attaquer au couteau. On trouvait ça un peu loin. Donc, pour résumer, c'est quoi? Vous voyez donc la vision, c'est la diversité source de richesse. La mission, ouvrir les goûts et les esprits. La marque, donc les Danone du monde, parce que ça, bon, voilà, ça avait pour vocation d'être lancé dans plusieurs pays, toute une gamme et un petit personnage, parce que forte de l'expérience de lait de vache, je me suis rendu compte que les gens aimaient bien écrire à ces icônes, c'est important. Et ensuite, juste en termes de conviction, évidemment, moi, ce qui me meuvait, pour parler vache, ce qui me mobilisait, c'était ce que je vous ai raconté, c'était cette idée d'ouvrir les goûts et les esprits. Mais après, évidemment, chez Danone, on dit c'est bien beau, mais on n'est pas une ONG. What's in it for me pour le business. Donc, il faut raconter aussi des histoires de business et de dire, écoutez, il ne s'est pas passé grand-chose sur le linéaire des produits laitiers depuis longtemps. Et puis là, ça crée de nouveaux usages et moments de consommation, puisqu'il y en avait un, l'Ayran, que j'adorais, qui était salé à boire à l'apéritif, avantageusement remplaçant le skier, par exemple. Bon, allez, je vais plus loin et plus vite. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des proof of concept. Hein, et ça, j'y tenais beaucoup. Bon, malheureusement, il a été fermé. Donc voilà, tout n'est pas rose. Hein, et bien que la gamme, qui reste, marche très très bien et apporte beaucoup de business chez Danone. Bon, ce lieu qui me paraissait moi absolument essentiel pour incarner, c'était un lieu où il y avait pendant un an. On a fait un lieu éphémère pendant un an où on faisait des dîners syriens, par exemple, et les Syriens venaient nous raconter leur pays et on partageait. Et c'était très, très, très joli. Et vous voyez, voilà, nous pensons que le monde a besoin d'ouverture, de gentillesse et de bienveillance. Là encore, ça reprend les propos de Navi sur le capital humain, l'empathie, etc. Et c'est ça aussi qui, je sais que toute l'équipe était heureuse de travailler là-dessus, sur ce sujet. Donc, on était en mode projet. Hein, c'est pour ça que je parle au passé, parce que maintenant, c'est reparti chez Danone France. L'équipe de départ a été dissoute, puisque c'est reparti dans le business. Mais c'est vrai que travailler sur des projets porteurs de sens, comme ça, forcément, ça donne envie de se lever le matin. Et à nouveau, vous voyez qu'on s'est retrouvé dans le monde, dans les échos. En général, quand on lance une nouvelle gamme de produits, on ne se retrouve pas dans ces journaux-là. Donc, à nouveau, quand il y a une vision derrière et puis des porteurs de projets, voilà, des gens qui ont des choses à raconter, quand c'est tripal, quoi. Alors, du coup, en conclusion et en rappel de ce que je vous ai dit tout à l'heure, agir à l'instinct, puis post-rationaliser. Donc, c'est vraiment important parce qu'à l'école, on nous apprend à raisonner, on nous apprend pas à penser. Or, notre monde intérieur est grand, donc il faut y aller. Connecter air du temps et gène de l'entreprise pour quand même trouver des clients à l'intérieur de son entreprise. Faire rêver pour embarquer. Développer un argumentaire tout autant émotionnel que rationnel. Et si on n'est pas trop doué, avoir des alliés, s'associer. Moi, par exemple, tout ce qui est financier, etc., j'y comprends rien. Et je ne tiens pas à y comprendre grand-chose, d'ailleurs, parce que ça me bloquerait.
Juste pour la petite histoire, donc c'est Franck Ribou qui m'a recruté, j'étais à ses côtés. Puis après, quand Emmanuel Faber est rentré, a pris le poste, et ils m'ont demandé, mais est-ce qu'aujourd'hui tu voudrais pas une équipe et de l'argent pour ces projets? Je dis, mais surtout pas, surtout pas, surtout pas, parce que je trouve ça génial, moi, de pouvoir en fait avoir cette liberté de tester un petit truc au départ et puis de grandir ensuite. Donc c'est vrai que moi je me régale. Mais par contre, je garde l'équipe que j'ai actuellement, hein, sur le message. Sur les programmes et sur le bien vieillir. Bon, trouver un client en interne et donc des alliés, vraiment important, les alliés, évidemment, pour pouvoir, quand on vous ferme la porte sur le nez, passer par une fenêtre. Voilà, avoir une bonne dose de conviction, de résilience et de persévérance, effectivement. Ça revient avec cet alignement dont je vous parlais, hein, voilà, plus on est sûr de ce on veut développer, de ce qu'on veut porter, plus on est solide et fort. Et ça, c'est important, c'est très important. Il était pas en introduction, mais je conclus avec ça. On a souvent tendance quand même à avoir, c'est vrai que ces entreprises, c'est pas toujours facile de porter ses idées. Et à nouveau, quand elles sont chevillées, il faut trouver une manière et ne pas accepter un non. Hein, c'est chercher le oui derrière le non, comme disait Thomas, et revenir et reprendre les choses de façon différente, mais y aller. Et donc là, voilà, la conclusion, évidemment, on fait toujours référence quand même aux plus grands que soi, aux grands innovateurs. Mais j'aime bien cette phrase, donc ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres étouffer votre voix intérieure. Et voilà. Merci Anne. On a maintenant un petit temps de pause. On est un tout petit peu en retard sur le timing, mais Valérie, très généreusement, nous donne jusqu'à 10h15. C'est pas la classe. Voilà, donc je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve après pour entrer un peu dans le détail des modèles économiques à impact et de l'outil Business Model Canva enrichi que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc on se retrouve à 10h15. Anne.